De l'éclaircie pour notre économie en 2013 avec un taux de croissance de 4,8% contre 1,2% en 2012. Le FMI restera à nos côtés. Les experts de l'institution de Washington étaient face à la presse avant leur départ. Sécurisation des villes libérées à Tombouctou. Nos forces armées de défense sont dans une vaste opération de récupération de matériel abandonné par les terroristes dans leur fuite. Nous sommes jeudi 14 mars. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le Conseil des ministres est réuni en session ordinaire ce jeudi 14 mars dans sa salle de délibération au palais de Koulouba et c'était sous la présence du président de la République par intérim, le professeur Dioncounda Traoré. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Sur ce plateau avec moi, Ibrahima Djombélé. Bonsoir Ibrahima Djombélé. Bonsoir Aroui Touré. Avec vous, lecture donc de ce communiqué du Conseil des ministres. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, au chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 01040 PRM du 2 février 2001 déterminant les formes et conditions d'attribution de terrain du domaine privé de l'État. Dans le cadre de l'application des dispositions du Code domanial et foncier, le gouvernement a adopté en 2001 un décret déterminant les formes et conditions d'attribution des terrains du domaine privé de l'État. Ce décret a, dans la pratique, révélé des lacunes qui ont eu comme conséquence l'attribution abusive de concessions rurales et leur transformation en titre foncier sans mise en valeur préalable, le non-respect des seuils d'attribution par les autorités concédantes à travers l'attribution de plusieurs parcelles d'un tenant, la cession de terrains sans immatriculation et sans les avis des services techniques et des autorités communales. Ces dérives constatées ont souvent, d'une part, entravé la mise en œuvre d'importants programmes d'investissement, d'exécution des réseaux routiers ou électriques et d'autre part, exacerbé les conflits fonciers. Le présent projet de décret est adopté en vue de corriger cette situation. Il impose une superficie minimale de 0,25 hectares pour l'attribution de concessions rurales et le rend obligatoire l'avis des services techniques et des autorités communales pour l'attribution des concessions rurales et leur transformation en titre foncier. Il soumet à l'autorisation des autorités administratives toute attribution de concessions rurales. Les autorités concédantes sont le gouverneur de région lorsque la superficie est inférieure ou égale à 5 hectares, les ministres chargés des domaines et de l'administration territoriale pour la superficie supérieure à 5 hectares mais inférieure ou égale à 10 hectares, le Conseil des ministres lorsque la superficie est supérieure à 10 hectares mais inférieure ou égale à 100 hectares. 2. Un projet de décret portant affectation au ministère de l'économie, des finances et du budget d'une parcelle de terrain sise à Kati, afin de permettre à la Direction générale des douanes d'accomplir efficacement sa mission. Le ministère de l'économie, des finances et du budget a sollicité du ministère du logement, des affaires foncières et de l'urbanisme des parcelles de terrain pour la construction de bureaux pour les différentes structures de services de douane. Le présent projet de décret porte affectation au ministère de l'économie, des finances et du budget d'une parcelle de terrain, objet du titre foncier numéro 54 80 45 numéro 54 845 du cercle de Kati, 6 à Kantigila, dans la commune urbaine de Kati. La dite parcelle, d'une superficie de 9 hectares 6 à 24 centiares, est destinée à la construction des bureaux de la Direction régionale des douanes de Koulikoro et du bureau principal des douanes de Kati. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, chargé de mission, M. Gamer Aksodan Diko, journaliste, réalisateur. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, chargé de mission, M. Cheikh Oumar Dambélé, juriste. Madame Diao Mariam Kone, journaliste. Monsieur Salif Fane,
juriste. Au titre du ministère des Malais de l'Extérieur et de l'intégration africaine, conseiller technique, M. Amadou Touré, magistrat. Au titre du ministère de la Justice, président de la section administrative de la Cour suprême, M. Beylaba, magistrat. Conseiller à la section administrative de la Cour suprême, M. David Sagara, magistrat. Conseiller à la section des comptes près la Cour suprême, M. Bakari Koulibaly, inspecteur des services économiques. Commissaire du gouvernement près la Cour suprême, M. Amadine Djibril Goro, magistrat. Avocat général près la Cour suprême, M. Cheikh Mohamed Chérif Koné, magistrat. Au titre du ministère du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme, secrétaire général, Madame Samake Mariam Sangaré, inspecteur des impôts. Conseiller technique, M. Rouben Terra, ingénieur de construction civile, M. Abbas Yalkouye, ingénieur de construction civile, directeur national de l'urbanisme et de l'habitat, M. Amadou Diallo, ingénieur de construction civile. Au titre du ministère de l'Énergie et de l'Eau, chargé de mission, Mme Sissé Zeynaba Aïdara, journaliste. Au chapitre des communications, au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a examiné une communication relative à la politique nationale du travail et à son plan d'action opérationnel 2013-2015. La création d'emplois décents qui participent à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration des conditions de vie des populations demeure au centre des préoccupations majeures du gouvernement. De nombreux programmes ont été exécutés et des politiques adoptées en ce qui concerne l'emploi, la protection sociale et la formation professionnelle. Cependant, le déficit de travail décent du marché du travail et des insuffisances au niveau juridique et institutionnel identifiés par le gouvernement et les partenaires sociaux ont fait apparaître la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre une politique du travail. Le but du gouvernement, à travers cette politique, est de permettre à chacun d'accélérer et d'accéder à un travail décent et productif tout en garantissant la compétitivité des entreprises. Le document de politique nationale du travail, assorti de son plan d'action opérationnel 2013-2015, objet de la présente communication, s'inscrit dans ce cadre. La politique nationale du travail vise à assurer la protection des salariés et renforcer la compétitivité et la rentabilité des entreprises à travers la protection du travail, la promotion des relations professionnelles et le dialogue social, l'emploi et la mise en valeur des ressources humaines. Il est bâti autour des objectifs spécifiques suivants. Promouvoir un cadre institutionnel favorable à la réalisation du travail décent et renforcer les capacités opérationnelles des différents acteurs, promouvoir la santé et la sécurité du travail, promouvoir l'égalité au travail, en particulier entre les hommes et les femmes, renforcer le dialogue social dans les entreprises et au niveau national. La mise en œuvre de la politique nationale du travail impliquera le gouvernement, les organes consultatifs nationaux chargés d'assurer la participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre des politiques publiques, les organisations syndicales d'employeurs et de travailleurs et les chambres consulaires. La politique nationale du travail sera financée par l'État, les collectivités, le secteur privé et les partenaires au développement. Le suivi et évaluation des activités prévues dans le plan d'action 2013-2015 sera assuré par une commission d'orientation, de coordination et de suivi. Le ministre de l'économie, des finances et du budget a informé le Conseil des ministres de la décision des membres du gouvernement et d'apporter une contribution des mois de salaire dans le cadre de la solidarité avec les forces armées. Aoué Touré. Merci Ibrahima Djombele. Et après avoir présidé le Conseil des ministres de ce matin, le président de la République par intérim était cet après-midi à l'ambassade de Venezuela, ici à Bamako, pour signer le cahier de condoléances et rendre hommage à Hugo Chavez, le président vénézuélien décédé il y a quelques jours. Et ainsi, le Mali perd un ami, un combattant de la liberté de l'homme. Le professeur Dionkunda Traoré au micro de Bourama Traoré. Le sens de ce geste est très simple.
c'est d'abord la solidarité entre des peuples qui partagent le même combat, qui partagent la même vision de l'avenir de notre planète. C'est aussi un hommage à un homme qui a mérité non seulement de son peuple et de sa nation, mais qui a mérité de tous les peuples et de toutes les nations éprises de paix et qui combattent pour la liberté et pour la dignité de l'homme. Son engagement constant pour le développement de nos pays mérite que l'on vienne s'incliner devant sa mémoire et que l'on dise à quel point son départ va constituer une perte incommensurable pour nous tous. Et je pense que le commandant président a consacré sa vie entière à la lutte pour l'homme tout court. Et au nom du peuple du Mali, au nom de son gouvernement et à mon nom personnel, j'ai tenu à venir dire au peuple du Venezuela que nous sommes solidaires avec lui, que nous partageons ce deuil aussi fortement que lui et que cette perte nous la considérons comme la nôtre. Et je crois que nous ne pouvions pas faire moins au Mali. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons de l'apprendre. Ce communiqué vient juste de nous parvenir. Nous avons appris ce soir le décès du grand chancelier des ordres nationaux du Mali, le colonel à la retraite Koké Dambélé. La levée du corps aura lieu demain vendredi 15 mars à 16h à la place d'armes de la direction du génie militaire. Nous poursuivons avec le cours de ce journal. Ce communiqué du président de la République par intérim suite à la désignation du nouveau pape. Au nom de la communauté chrétienne, de la communauté des croyants du Mali, de l'ensemble des institutions de notre pays et à mon nom personnel, je vous adresse mes chaleureuses félicitations. La diligence avec laquelle vous avez été porté à la tête de l'Église est la marque d'une grande estime et d'une solide confiance de vos co-religionnaires. Votre élection est aussi la preuve d'une remarquable ouverture d'esprit de votre sainte institution. Votre sainteté vient à un moment historique de l'évolution du monde où la crise des valeurs et des repères ouvre la porte à trop d'égoïsme, trop d'intolérance, trop de violence, bref, à la misère spirituelle et morale. Votre sainteté, mon pays, l'Afrique et des jeunesses du monde qui, des pays pauvres aux pays nantis, se lèvent pour exiger plus d'écoute et plus de partage, sauront retenir l'attention de l'autorité morale que vous êtes pour chacun de nous. En ces moments de doute sur l'avenir et de désarroi face au quotidien, votre pontificat contribuera, je n'en doute pas, à remettre l'homme à la place qui aurait toujours dû être la sienne, c'est-à-dire au début, au centre et à la fin de toutes nos actions. Votre sainteté, je demeure convaincu que notre destin est collectif, que la religion est la solution plutôt que le problème de l'humanité et que vous accorderez vos bénédictions à mon pays, à l'Afrique et au monde entier. Signé des mains du président de la République par intérim. Audience à l'Assemblée nationale ont été reçus les jeunes du réseau panafricain des leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et les membres de l'Organisation patronale des industriels du Mali. Avec les jeunes, il était question de rendre compte aux élus nationaux des conclusions du dernier sommet de Ouagadougou. Quant aux membres de l'Organisation patronale des industries du Mali, ils sont venus présenter à l'Assemblée nationale le nouveau bureau de la structure. Compte rendu signé Adama Kodjo. Les jeunes du réseau panafricain des leaders des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement sont les premiers à être reçus par le président de l'Assemblée nationale par intérim. Ils étaient venus témoigner aux élus nationaux la solidarité de la jeunesse africaine à notre pays qui vit une période difficile et présenter les conclusions des travaux du sommet de Ouagadougou tenu en décembre dernier. Le sommet déplore tout ce qui a été fait par les forces du mal. Ce document
donne de l'espoir dans la mesure où il engage les jeunes à passer par tous les voies et moyens pour que la paix au niveau du Mali soit une réalité, pour que la réconciliation soit une réalité, mais surtout pour que le dialogue puisse exister. Les membres de l'organisation patronale des industriels du Mali, eux, étaient venus présenter à l'Assemblée nationale le nouveau bureau de leur structure. Un bureau de 22 membres avec un mandat de 3 ans orienté sur 4 axes stratégiques. Un premier axe qui consiste à faire en sorte que l'industrialisation du Mali soit quelque chose de normal. Ça, c'est un axe de communication. Un axe second qui consiste à faire 18 réformes, dont 8 sont conjoncturelles qu'il faut faire tout de suite, 10 qu'il faudrait faire à moyen terme. Et nous pensons que si ce plan-là est adopté, on verra le produit intérieur brut, donc le PIB de l'industrie, passer de 4% à au minimum 10%. Ce sera assorti au minimum de 50 000 emplois. Cyril Achkar dit fonder beaucoup d'espoir sur les élus nationaux dans l'exécution du mandat de son bureau. Je vous le disais dans les titres, le Fonds monétaire international FMI confirme son soutien au Mali dans le cadre de la facilité de crédit rapide. Un second décaissement de plus de 7 milliards de francs CFA est prévu pour juin 2013 et les perspectives économiques de notre pays sont encourageantes avec une croissance de 4,8% en 2013 contre 1,2% en 2012. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse qui vient de sanctionner une mission du FMI qui a séjourné dans notre pays. Conférence suivie par Agali Aguissa. La gestion économique du Mali est conforme aux principes du Fonds monétaire international. Le constat a été fait par des experts du FMI en mission dans notre pays du 28 février au 13 mars. Un taux de croissance économique de 4,8% est attendu cette année contre 1,2% en 2012. Avec la reprise de la coopération internationale, l'État entend absorber les besoins supplémentaires qui se chiffrent à environ 240 milliards de francs CFA. Le gouvernement a bien réussi à mener une politique budgétaire prudente qui était bien nécessaire, à maintenir la stabilité macroéconomique en dépit de chocs importants qui ont conduit à une récession, qui ont conduit à un retrait des bailleurs. Et en 2013, ça devrait aller mieux parce que, à la suite de la feuille de route concernant l'organisation des élections et la reconquête du Nord avec l'aide de partenaires étrangers, il y a plusieurs bailleurs qui ont décidé de revenir. Pour maintenir ces caps, le Fonds monétaire international intervient dans 3 axes fondamentaux. Le premier axe, c'est politique budgétaire. Deuxième axe, c'est que faire pour augmenter les ressources internes. Alors, que faire pour augmenter les ressources internes? Et puis après, il y a tout un aspect gestion des dépenses, donc bonne gestion de la trésorerie. Il y a des efforts qui sont faits pour faire des plans de trésorerie qui sont fiables. La clé pour la porte d'entrée pour tous les partenaires, c'est un programme avec le Fonds monétaire. Quand un pays comme le nôtre est en programme avec le Fonds monétaire, vous avez bien vu que M. Joss a annoncé que le Fonds monétaire a fait un premier décaissement de 9 milliards de francs CFA et puis que le prochain décaissement va être de 7 milliards 500 millions de francs CFA. Bon, c'est des montants pas très importants au regard, par exemple, de 250 millions d'euros annoncés par l'Union européenne. La loi rectificative du budget sera bientôt proposée aux députés pour la prise en charge de nouveaux besoins, a précisé le ministre Tchéna Koulibaly. Restons avec le ministre Tchéna Koulibaly, ministre de l'économie et des finances du budget, qui informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM SA intitulé Appui aux forces armées présente à la date du 8 mars 2013 un solde de 1,821,334 402 francs CFA. Le ministre de l'économie, des finances et du budget profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs.
Après Abu Dhabi et Kigali, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Hubert Coulibaly, vient d'arriver à New York pour une visite de travail. Au siège des Nations Unies, le ministre aura des entretiens avec les hauts responsables de l'organisation, dont le secrétaire général Ban Ki-moon. Le ministre Coulibaly, après New York, se rendra à côté de nous à Nouakchott, en Mauritanie, pour prendre part à la réunion ministérielle sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité et l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la région sahélo-saharienne prévue le 17 mars. Et le ministre de l'Agriculture, lui, a regagné Bamako. Il a séjourné du 5 au 8 mars dernier sur invitation de la Banque africaine de développement, a participé donc à la réunion relative au mécanisme africain de financement du développement des engrais en qualité de représentant des ministres de l'Agriculture de l'Afrique de l'Ouest. La délégation ministérielle a également pris part à une séance de travail avec l'équipe technique de la BAD chargée des projets destinés au Mali. Les projets ciblés portent essentiellement sur la maîtrise de l'eau, la sécurité alimentaire et l'adaptation aux effets des changements climatiques qui constituent des objectifs majeurs du Mali. Le ministre de l'Agriculture se nomme Baba Berté. La mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali a présenté cet après-midi aux autorités maliennes son rapport sur l'état des lieux des forces armées et de sécurité du Mali. Le rapport fait ressortir certaines urgences, notamment la réorganisation des ressources humaines militaires. Youssouf Diakité. Cette cérémonie consacre la présentation de l'état des lieux de la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali, une mission dédiée à la formation des forces armées de sécurité maliennes. Dans les documents présentés à l'assistance, les constats sont relatifs à la réorganisation des ressources humaines militaires et le plan de carrière. L'objectif est d'avoir des unités soudées aptes au combat. La formation va aborder tous les aspects, mais il s'agit d'abord de former des unités opérationnelles, des bataillons, de 650 à 700 hommes, capables de manœuvrer, de conduire des opérations tactiques de façon autonome sur la totalité du territoire malien. Donc il s'agit de formations de combats d'infanterie, de combats de cavalerie, avec des appuis d'artillerie, avec une manœuvre gérée et conduite avec des moyens de transmission. Enfin voilà, ce qui fait qu'une armée, qu'un régiment, qu'un bataillon est capable de manœuvrer tout seul face à un ennemi de sa taille sur tout le territoire malien. La formation qui commence le 2 avril 2013 à Koulikoro pour 2 mois et demi permettra de renforcer les capacités opérationnelles et tactiques des forces armées et de sécurité malienne. Le concept, c'est d'abord la remise à niveau des unités du Mali afin de les engager sur le terrain d'opération, préparer le retour de l'administration et organiser les élections. Cette première phase de la formation coûte à l'Union européenne près de 8 milliards de francs CFA. En parlant de ressources humaines militaires, ce communiqué très important du chef d'état-major des armées. Dans le cadre de la mise en œuvre des directives du gouvernement, le chef d'état-major général des armées invite les militaires du 33e régiment des commandos parachutistes à rejoindre le camp de Djikoroni le dimanche 17 mars 2013 à 9h. Des dispositions sont en cours en vue de leur engagement sur le théâtre des opérations conformément aux instructions contenues dans le communiqué du Premier ministre en date du 15 février 2013. Les militaires du régiment parachutiste déjà déployés dans les unités autres que Bamako ne sont pas concernés par le présent communiqué. Opération de sécurisation des villes libérées, cet autre titre phare de ce journal. En 6e région, la gendarmerie a récupéré auprès des populations des véhicules, des motos, des tables et climatiseurs. Tout ce matériel a été abandonné par les terroristes dans leur fuite. Envoyés spéciaux Adama Djimde et Shérif Moulay Haïdara. 3 citernes de la Satom, des véhicules de toutes marques, Mercedes 190, Jeep, Toyota, Peugeot 406, Hilux et 7 motos de la gendarmerie retrouvées au bord du fleuve à Koriomé. L'ensemble de ces engins ont été récupérés par la gendarmerie prévôtale de Tombouctou.
un service qui est au four et au moulin pour traquer les malfaiteurs où ils se trouvent. Nous avons pu récupérer ces quelques matériels. C'est du matériel que certaines personnes avaient emporté lors des casses. Et suite à l'appel lancé par ces autorités, comme je viens de le dire tantôt, alors, certains ont ramené leur matériel de d'eux-mêmes, mais pour certains, nous avons effectué une perquisition domiciliaire dans certains quartiers qui nous a également permis de découvrir quelques matériels. La perquisition pour le moment, ce n'est pas terminé. Nous attendons toujours les informations. Dès que nous avons une information, nous partons vérifier. En dehors du matériel roulant, des chaises, des climatiseurs, des portes métalliques et même des urnes ont été également retrouvées. Pour mener à terme ce travail, les forces de sécurité attendent beaucoup des populations. Présentement, nous savons que rien n'a encore été repris à Tombouctou. Les services, nous avons besoin de leur présence. Les bureaux sont là, saccagés. Il n'y a rien. Seule une franche collaboration entre civils et forces armées pourra contribuer à vaincre les bandits armés. Restons dans la cité des 333 100. Le programme alimentaire mondial PAM a organisé une vaste distribution de vivres aux familles les plus démunies de la commune de Tombouctou. Cette opération est exécutée sur le terrain par Handicap International et prend en charge plus de 3000 ménages. Yeya Tandina. Cette opération de distribution du programme alimentaire mondial à travers Handicap International vise à atténuer les insuffisances alimentaires dont sont victimes les populations des villes qui étaient sous occupation. 3678 ménages sont ciblés et ont reçu de la farine enrichie, de la farine de maïs, du petit pois, de l'huile et du sel. L'ensemble de la commune, c'est 25%. Donc chaque quartier a droit à 25% de la population. Donc actuellement, nous donnons la farine de maïs. Ça fait 37,5 kilos. Et notre produit, c'est de la farine enrichie. Ça fait 30 kilos par ménage. Cette action humanitaire est la suite de 3 autres précédentes exécutées par Handicap International pendant l'occupation. Les bénéficiaires se réjouissent et exhortent les autres partenaires à agir. C'est une opération formidable. Parce que compte tenu de tout ce que les populations ont endurci, et s'il y a des partenaires comme ça qui viennent nous aider en matière de vivre, ce n'est que salutaire. Et j'encourage surtout d'autres partenaires à suivre la même voie que Handicap International. Appel entendu, puisque le Comité international de la Croix-Rouge annonce une opération similaire qui va couvrir toute la région de Tombouctou. Le gouverneur de la région de Ségou, au chevet des blessés de l'atterrissage forcé d'un hélicoptère, c'était à Dogofri. La vie des 2 militaires n'est plus en danger, ce que nous dit depuis Ségou Dougoufana Traoré. En rendant visite à ces blessés de guerre, les pilotes d'hélicoptère, le lieutenant Mahamadou Bamba et l'élève officier Ibrahima Mariko, le gouverneur de la région de Ségou voulait non seulement souhaiter prompt rétablissement à ces 2 blessés, mais aussi et surtout leur apporter un message fort des plus hautes autorités du Mali aux combattants qui opèrent sur le terrain. C'est un devoir, nous sommes toujours prêts à assister l'armée malienne, à assister les alliés qui sont venus nous soutenir et à assister l'ensemble des personnes impliquées dans ce conflit-là. Le Mali et le Burkina sont inséparables, surtout en ce qui concerne cette cause commune. Par ailleurs, le gouverneur Thierno Boubacar Sissé a présenté les condoléances de la nation malienne. Nous sommes aujourd'hui là, c'est pour souhaiter à l'ensemble du peuple burkinabé nos prompts rétablissements aux blessés qui a été évacué à Bamako. Et pour l'âme du disparu, que son âme repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. Sur les 2 blessés visités, l'un est encore au lit et l'autre est déjà sur pied. La vie d'aucun n'est en danger. De Ségou, nous nous rendons à Caille où a débuté la conférence de parquet de la Cour d'appel de Caille. Objectif, échanger sur le rôle de la justice dans la résolution de la crise dans notre pays et la consolidation de la paix, la sécurité routière et le principe de présomption d'innocence. Jafar Haïdara.
Cette conférence de parquet première du genre en première région s'inscrit dans la politique criminelle du ministre de la Justice et garde des Sceaux qui s'articule autour des 5 axes majeurs que sont la lutte contre l'impunité, la corruption, la délinquance financière, la gestion rationnelle des conflits fonciers, la lutte contre l'insécurité routière et le respect des droits humains. Le thème de cette conférence est le rôle de la justice dans la résolution de la crise au Mali et la consolidation de la paix. La justice est impliquée dans la gestion de la présente crise. Il sied de doter la justice de moyens adéquats pour qu'elle puisse jouer le rôle qui est le sien dans ce processus. Il importe que justice soit rendue, et ce, en premier lieu, par nos juges, malgré que le Mali ait signé et ratifié le statut de Rome. Les présentes assises marqueront, à n'en pas douter, le point de départ des conférences de parquet et permettront la consolidation de la paix et le développement dans la voie de la démocratie et la décentralisation. Qui parle d'autorité de l'État, parle d'une justice crédible, une justice transparente, une justice diligente et d'une administration efficace. Ces deux vont ensemble, ces deux font que le citoyen est, dans tous les cas, mis dans ses droits. Cette conférence de parquet se tient en ce moment précis de notre histoire où la justice doit prévaloir sur la barbarie, le terrorisme, le narcotrafic, le crime organisé pour que notre pays retrouve sa quiétude et se mette au travail. La mission du collectif des élus du Nord Corène était hier dans le camp des réfugiés maliens d'Ayourou, c'est dans la région de Tillabéri, et Tillabéri, c'est au Niger. Les 8000 Maliens qui y vivent sont dans de bonnes conditions. Ce constat a été fait par la mission qui a remis une enveloppe aux responsables du camp comme appui à la prise en charge de nos compatriotes. On avait des envoyés spéciaux dans ce camp, Sidi Modibo Dambélé et Mamari Koné. Après Niamey, la capitale nigérienne, c'est le camp de Tabaré-Baré dans la préfecture d'Ayourou, dans la région de Tillabéri, qui a été la deuxième étape de la mission du collectif des élus du Nord. Situé à 6 km d'Ayourou, ces camps abritent près de 8000 réfugiés maliens. La mission leur a fait le point de la situation sécuritaire au Mali avant d'expliquer le contenu de la feuille de route du gouvernement de transition avec en toile de fond la tenue des prochaines élections. Dans ce camp, nos compatriotes bénéficient du soutien de plusieurs partenaires comme l'UNFPI, l'UNICEF, le HCR, l'OMS, Oxfam, Islamic Relief, Plan Niger ainsi que du gouvernement nigérien. On a créé 2 postes, un poste au nord et un poste au sud. Et chaque soir, il y a des patrouilles qui tournent qui se font autour de ces réfugiés-là. Aujourd'hui, Dieu merci, avec la situation qui commence à se décanter au niveau du Mali, nous pensons que le danger s'est un peu écarté. L'assistance de l'État du Niger est appréciée à sa juste valeur par les autorités consulaires. Nous venons de boucler le tour de l'ensemble des sites aujourd'hui et vous avez vu que les conditions se sont beaucoup améliorées, et que ce soit les conditions alimentaires, les conditions sanitaires, les conditions sécuritaires et même les commodités qui au début n'étaient pas du tout, étaient très précaires, commencent à s'améliorer et je tiens à remercier le Niger et l'ensemble des membres de la communauté humanitaire. En venant à la rencontre des réfugiés sur les différents sites, le collectif des élus du Nord veut recenser leurs préoccupations. Cette mission a répondu aux attentes. Ce que j'ai vu me permet de dire que nos populations ont besoin de retourner chez elles. Et elles pensent qu'aujourd'hui, où la situation le permet, tout le monde s'accorde à dire qu'il ne reste qu'à leur permettre de retourner chez elles. Les résultats des différents échanges avec les réfugiés pourraient inspirer les acteurs impliqués dans la résolution de la crise malienne. À noter que près de 55 000 réfugiés maliens vivent dans 4 camps et dans certaines villes du Niger. Autre geste de solidarité, le parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, manifeste sa solidarité envers le contingent tchadien. Et il vient de remettre une enveloppe de 2 millions de francs CFA aux blessés de guerre, ce dont est un geste symbolique à l'endroit de ce pays ami.
L'agence du bassin du fleuve Niger a tenu ce matin la 10e session de son conseil d'administration. Cette 10e session qui se tient dans un contexte difficile à la crise sécuritaire dans les régions du nord de notre pays a permis de dégager des voies et moyens pour l'exécution de ces missions. Compte rendu signé Mahamadou Doumbia. Entièrement dédiée à la sauvegarde du fleuve Niger, la mission principale de l'agence du bassin du fleuve Niger est de veiller à sa sauvegarde, de protéger ses berges et bassins versants contre l'érosion et l'ensablement, de préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques. Cette 10e session ordinaire de cette agence, malgré la crise sécuritaire, a donc de belles perspectives en matière de protection de l'environnement. En 12 ans d'existence, cette agence s'affirme de plus en plus comme un outil pertinent pour la sauvegarde et la protection du fleuve Niger, de ses affluents et de leurs bassins versants, ainsi que la gestion intégrée de leurs ressources, malgré de nombreuses difficultés d'ordre financier et institutionnel. Après des échanges et discussions, les administrateurs ont donc adopté plusieurs autres recommandations, parmi lesquelles l'adoption et l'acquisition des ressources propres, les redevances pollution, une bonne implication des partenaires techniques et financiers. L'agence, depuis sa création, en tant qu'établissement public à caractère administratif, ne dispose pas encore de ressources propres. Ils ont mis l'accent sur les problèmes institutionnels qui gênent un peu la BFN dans son évolution, notamment par rapport à d'autres structures chargées de gérer l'eau. Et enfin, il y a également les problèmes de personnel. La BFN ne dispose pas encore de ressources humaines suffisantes pour pouvoir faire totalement face à sa mission. Parmi les réalisations de l'agence du bassin du fleuve Niger, créée en 2002, on retient entre autres la lutte contre les jacinthes d'eau douce, la formation de groupements d'intérêt économique pour la production de pépinières, l'élaboration des études sur les mécanismes de l'ensablement dans la vallée du fleuve et sur le seuil en vue du dragage du fleuve Niger. En 2013, le Fonds de solidarité va procéder à un recentrage de ses activités. Il prévoit d'appuyer des projets d'agriculture dans la région de Tombouctou. Le fonds va également apporter son aide aux ONG actives dans le domaine de la réduction de la pauvreté. Ces décisions sont prises à la faveur de la 13e session ordinaire de son conseil d'administration. Un compte rendu signé Mamadou Bagayogo. Le Fonds de solidarité nationale a tiré les enseignements nécessaires de la double crise sécuritaire et institutionnelle qui a secoué le Mali en 2012. Cette année, le Fonds entend poursuivre sa mission tout en tenant compte de la faiblesse des ressources financières. Les activités pour 2013 porteront sur deux aspects. Premièrement, nous allons continuer à apporter notre contribution aux associations et ONG actives dans le domaine de la réduction de la pauvreté et aussi l'aide d'urgence. Mais également, de plus en plus, au Fonds de solidarité, nous nous orientons vers le recentrage des activités. C'est-à-dire que nous n'allons pas poser des actes de manière sectorielle, mais beaucoup plus, nous évoluerons vers des projets intégrés. Selon le président du conseil d'administration, Sidi Konaké, même si la structure n'a pas échappé aux conséquences de la crise, elle a tout de même pu poser des actes de solidarité. Adama Diarra confirme. Nous avons apporté des appuis à certaines organisations comme Cris de Cœur, le Coréen et la Croix-Rouge malienne pour apporter un appui pour soulager les souffrances des premiers déplacés au sud. La session sera mise à profit pour renouveler les membres du conseil d'administration. L'Association malienne des droits de l'homme, AMDH, a lancé ce matin à la Maison de la Presse un nouveau projet relatif à la promotion et à la protection des droits humains au Mali en temps de guerre. Fruit de la coopération entre la France et le Mali, ce projet de 6 mois sera mis en œuvre dans toutes les régions administratives du Mali. Reportage Abdrahman Meiga. 6 mois pour influencer les autorités de la transition pour une mise en œuvre d'actions concrètes de protection et de défense des droits des victimes de la double crise institutionnelle et sécuritaire au Mali. Voilà l'exercice auquel s'attelle l'Association malienne des droits humains à travers ce projet. Un projet qui est le fruit de la coopération entre le Mali et la France.
Il permettra à l'AMDH d'entreprendre la réalisation d'un certain nombre d'activités relatives à la promotion et à la protection des droits humains. La culture d'impunité et les déficits de justice face aux violations des droits de l'homme sont très souvent à l'origine des crises et se transforment en conflits parfois très violents et constituent des menaces contre la paix et la stabilité à l'intérieur et au-delà des pays. Nous souhaitons à la MDH, évidemment, le maximum de réussite dans ce programme. Nous l'évaluerons ensemble, mais nous nous montrons par principe de toute façon disposés à continuer cet appui au-delà de la période actuelle. Ce projet verra également l'organisation d'une série de visites de l'AMDH dans les camps des réfugiés du Niger, du Burkina Faso et de la Mauritanie. La considération de l'état des droits est en outre un élément fondamental de la protection des droits des citoyens et donc de stabilité. L'engagement du Mali, aux côtés des institutions des Nations Unies, pour la promotion et la protection des droits de l'homme n'est plus à démontrer. Ce projet qui couvrira toutes les régions administratives du Mali permettra à l'AMDH d'atteindre 4 objectifs prioritaires, parmi lesquels créer un cadre d'échange et de réflexion entre les différentes composantes du pays pour améliorer les conditions de sécurité et dégager des voies et moyens pour une sortie de crise. Le cadre de concertation des institutions et organisations des droits de l'homme était face à la presse. Au nombre des sujets évoqués, l'affaire de notre confrère Boukari Daou, directeur de publication du journal Le Républicain. Les conférenciers se sont aussi prononcés sur le rapport publié par les Nations Unies faisant cas d'exaction dans notre pays de la part des militaires maliens. Mohamed Diarra. Les organisations nationales de défense des droits de l'homme sont loin d'être indifférentes à la situation actuelle du pays. La preuve, elles viennent d'organiser une conférence de presse pour évoquer le sujet brûlant de l'heure. Une conférence à laquelle les journalistes de la presse privée ont brillé par leur absence. La journée presse morte oblige. Le premier sujet abordé concerne justement les raisons de cette journée presse morte, à savoir ce qu'on peut désormais appeler l'affaire Boukari Daou. Nous estimons qu'en toutes circonstances, force doit rester à la loi. La sécurité d'État n'est pas une instance judiciaire. Nous sommes dans un état de droit. Si on estime qu'un citoyen a commis une infraction, je pense que c'est la justice qui doit être saisie afin que la procédure établie conformément à nos textes soit appliquée. Si jamais des dispositions ne sont pas prises pour le libérer, nous allons entreprendre toute démarche nécessaire pour que force reste à la loi. Parmi ces voies de recours, la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO, les défenseurs des droits de l'homme n'excluent pas de saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui siègent en Tanzanie. S'agissant du rapport publié par les Nations Unies faisant cas d'exaction par les militaires maliens, les conférenciers disent en prendre acte. Toutefois, ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme un principe deux poids, deux mesures. Il ne faudrait pas qu'on oublie les violations graves et massives des droits de l'homme commises au nord. Je pense à Aguelhok, des centaines de soldats assassinés. Je pense à Menaka. Les défenseurs des droits de l'homme se prononcent aussi sur la création de la commission Dialogue et Réconciliation. Je pense que la première des choses, c'était d'établir la vérité des faits, ensuite rendre justice aux victimes et passer ensuite à la réconciliation. Ces points sont contenus dans une déclaration dont l'assistance a reçu copie. Près d'une vingtaine d'associations et d'organisations de défense des droits de l'homme sont signataires de ce document. Lancement du projet Initiative Droit et Paix au Mali s'est déroulé cet après-midi ici même à Bamako. Ce projet est initié par la clinique juridique d'Emesso en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas. À travers ce projet, Demesso veut contribuer à la lutte contre l'impunité et la promotion de l'état de droit dans notre pays. Rachel Tessougué. Le projet d'un coût total de plus de 98 millions de francs CFA s'étendra sur 6 mois. Initiative Droit et Paix au Mali est née de l'effort conjugué de la clinique juridique d'Emesso et de l'ambassade des Pays-Bas au Mali. À travers ce projet, Demesso veut apporter sa contribution à la pacification et la promotion d'un état de droit dans le contexte sécuritaire que traverse le Mali. En quelque sorte, nous voulons que dans la recherche de la paix et de la réconciliation, la lutte contre l'impunité
ait un sens. Notre plan d'action consiste d'abord à l'identification des cas, au traitement des cas à travers un pool d'avocats et le plaidoyer auprès des autorités pour que les cas de violation avérés soient réparés ou jugés convenablement. Selon l'ambassadeur des Pays-Bas au Mali, sans respect des droits de chacun, le pays ne peut retrouver la stabilité tant espérée. On ne peut pas entamer une réconciliation sans que les populations aient confiance que les infractions sur les droits soient prises en compte et jugées. Cette prise en compte peut se faire au niveau international, ça doit également se faire au niveau national. Le gouvernement félicite la clinique juridique des Messo qui, en initiant ce projet, apporte une contribution précieuse dans l'atteinte de son objectif de lutte contre l'impunité. La mairie de la commune 4 a lancé hier la deuxième promotion de son projet intitulé Emploi Jeunes. À travers ce projet, 50 jeunes apprentis seront mis en activité comme des maîtres artisans pour apprendre des métiers. Agibou Koulibaly. La problématique de l'emploi des jeunes est l'une des priorités des autorités de la mairie de la commune 4. C'est pourquoi, à travers son projet Emploi Jeunes, la commune 4 entend déployer 50 jeunes auprès des maîtres artisans pour qu'ils apprennent des métiers. Cette initiative en rapport avec les artisans, c'est d'abord destiné aux jeunes déscolarisés non diplômés, pour leur permettre d'avoir une compétence et des capacités qui leur donneront les moyens soit de trouver un emploi auprès des maîtres artisans, soit de créer eux-mêmes leur emploi à travers des ateliers qui pourraient ouvrir. Pour le conseil communal des jeunes de la commune 4, donner de l'emploi à quelqu'un, c'est lui rendre sa dignité. Le travail permet à l'homme d'être à l'abri du besoin. Le travail permet à l'homme d'être à l'abri de la nuit. Le travail permet à l'homme d'être à l'abri du vice. Et c'est ce que la mairie de la commune 4 vient de donner à sa jeunesse. Quant à la direction nationale de la formation professionnelle, elle pense que le projet Emploi Jeunes aide à asseoir une base solide pour les jeunes. Beaucoup de jeunes, après leur formation à l'école, ils sont là en train de prendre du thé sous les arbres. C'est parce qu'ils n'ont pas de compétences qui s'adaptent au marché du travail. Et la formation professionnelle est un moyen pour accéder directement à l'emploi. Comme le dit notre devise, développement des compétences, facteur d'employabilité. À la fin de la cérémonie, les 50 jeunes apprenants ont été confiés à leurs formateurs. Ils vont apprendre des métiers comme la mécanique auto, la maçonnerie, la menuiserie bois, la couture, la coiffure, entre autres. À Sikasso, on parle d'un projet pour soutenir la scolarisation des enfants exposés au risque des pires formes de travail dans les communes de Lobougoula et Mininko. Le projet vise à sensibiliser les décideurs communautaires sur le phénomène du travail des enfants. À Daouda Diakité. Le projet qui vient d'être lancé porte sur la stratégie de scolarisation accélérée des enfants exposés au risque des pires formes de travail dans les communes de Lobougoula et de Mininko en 3e région. Sa mise en œuvre est assurée par l'ONG nationale Gradecom, groupe de recherche, d'action et d'assistance pour le développement communautaire. Le présent projet vise à sensibiliser davantage les parents, les familles à leur décès des enfants et surtout les mères et récupérer soit les enfants qui ont été déscolarisés, soit des enfants qui n'ont jamais été à l'école, qui sont exposés au travail des enfants dans ces zones, soit en milieu agricole ou bien en milieu minier. Doté d'une enveloppe de 85 millions de francs CFA financée par le Bureau international du travail pour une première phase de 10 mois, il s'agit à travers ce projet de mener une large campagne de sensibilisation des acteurs, mais surtout des communautés, sur le phénomène du travail des enfants. Ce programme, il servira à approfondir les connaissances sur les risques liés aux pires formes de travail des enfants et aussi à renforcer l'adhésion et favoriser l'échange d'expériences entre les différents partenaires. Au-delà de la sensibilisation, les femmes mères d'enfants exposés au risque des pires formes de travail bénéficieront des appuis financiers afin de leur permettre de mener des activités génératrices de revenus. Et les représentants des collectivités concernées de se réjouir de cette initiative de Gradecom avant de s'engager à soutenir le projet pour le maintien des enfants à l'école.
C'est un souhait majeur des partenaires du Mali, la création d'une commission dialogue et réconciliation pour aider notre pays à retrouver la paix et la cohésion sociale affectée par tant de mois de crise. La commission est désormais créée par un décret rendu public la semaine dernière. Les autorités assurent d'ailleurs que ses membres seront désignés dans un très bref délai et pourront se mettre rapidement au travail. Vous l'aurez compris, on est jeudi. L'interview de la semaine s'intéresse à la question. Yaya Konaté reçoit Boubacar Sow, le directeur de cabinet du Premier ministre. Un entretien à suivre après l'émission sur la ligne du front. Et effectivement, juste après ce journal, vous pourrez suivre dans la ligne de front l'entretien de Abbas Famouri Traoré avec le capitaine Amadou Aya Sanogo. Pour la première fois, le président du comité de suivi de la réforme de l'armée et de sécurité va nous parler de sa mission et de sa vision de la crise. Demain 10h et 13h, Mohamed Touré, et quant à moi, je serai là à 18h et 20h. Excellente nuit à tous. Au revoir.